Avec Sename Agbo-Djinou, qui est architecte, entrepreneur, cofondateur de l'Africaine d'architecture. Avec lui, cette fois-ci, on va passer à une autre échelle. On va passer carrément à l'échelle de la ville. Donc, merci pour l'invitation et cette opportunité que vous nous donnez de parler de nos modestes initiatives au Togo. Je vais vous parler du programme UpCité. UpCité est un projet de ville intelligente. Vous le savez certainement, la Smart City a pris un peu le relais de la ville durable pour faire la même chose que la ville durable, c'est-à-dire économique, humain, plus écologique, mais en mobilisant les nouvelles technologies. Et le projet que je vais vous présenter maintenant est de fait un projet de Smart Cité. La spécificité de ce projet par rapport au projet classique de Smart Cité, c'est que UpCité ne se propose pas de penser la ville à la place des gens, mais d'accompagner les populations dans une sorte de reconquête lente du pouvoir de transformer eux-mêmes la ville et de tendre vers la ville de demain. Ceci sur l'observation des sociétés de tradition, qui sont des sociétés sans architectes, sans urbanistes, mais qui arrivent quand même à proposer des solutions très efficaces et très pertinentes grâce à une connaissance intime de leur cadre de vie. Donc c'est cette utopie urbaine que je vais partager avec vous, mais seulement après vous avoir présenté deux personnes. J'aimerais vous présenter en premier Pierre. Pierre est maçon Tambermin. Les Tambermans sont cette population très traditionnelle qu'on retrouve au nord du Togo et du Bénin, que certains anthropologues ont rangé parmi les paléonégritiques pour dire qu'ils n'auraient pas beaucoup évolué. De fait, les Tambermans ne semblent pas très intéressés par l'argent, ils vivent encore dans une sorte de semi-nudité, mais surtout ils développent une architecture très intéressante qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Pierre qui est là est au tamari, c'est-à-dire qu'il est maçon du grade le plus élevé qu'on peut atteindre chez un maçon Tamberman. La seconde personne que j'aimerais vous présenter, c'est Morin. Morin est chef d'atelier à la Black Box. La Black Box est un hackerspace sur Paris. Et Morin passe le clair de ses journées à bricoler des petits circuits électroniques pour faire des vêtements qui font de la lumière ou de la musique. Si vous vous dites que ces deux personnes appartiennent à deux univers complètement éloignés l'un de l'autre, voire qui s'opposent, eh bien, vous pensez exactement comme moi il y a encore quelques temps. Surtout que moi, ayant beaucoup travaillé avec les maçons Tambermin, je dois dire que je nourrissais une certaine appréhension envers tout ce qui est monde des nouvelles technologies, que j'assimilais un peu au gaspillage, à la pollution, à l'individualisme, etc., etc. Et quand je dis travail avec les Tambermin, il faut que je vous montre un peu. Là, c'est un projet qui date de 2006, un projet d'une école primaire, donc construite avec les villageois et en essayant de recycler les formes traditionnelles, les savoir-faire locaux et d'utiliser des matériaux du cru. C'est ce qu'on appelle une approche vernaculaire. Donc vous voyez, rien qui mobilise les nouvelles technologies. Et donc je reviens à mon histoire. Donc je vous disais que si vous trouvez que ces deux univers sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, vous pensez exactement comme moi il y a quelques temps, jusqu'à ce que je mette les pieds dans ce qu'on appelle un Fab Lab. Et là j'ai entendu parler d'open source, de partage, de solidarité, d'économie de moyens, de réutilisation. En fait, un certain nombre de valeurs que moi, j'avais l'habitude de rencontrer déjà dans les sociétés de tradition auxquelles j'étais plus habitué. Toutes ces valeurs que le philosophe P.K. Elmanen range sous le terme éthique hacker. Et je peux dire que moi aussi, à partir de ce moment-là, j'ai fait l'expérience de Nietzsche. Et il s'agissait pour moi, à partir de là, de voir comment faire collaborer ces deux univers qui nourrissaient une certaine proximité au service d'un projet d'aménagement urbain. Donc nous avons développé ce concept que nous appelons le low high-tech, donc qui fait collaborer ces deux mondes, ou en tout cas les fait travailler sur ce qu'ils ont en commun. Et le low high-tech fonctionnant un peu comme une médecine qu'on injecterait à la ville, en considérant la ville comme un grand corps malade, on l'injecterait à des endroits bien spécifiques et permettrait de diffuser dans la ville. Donc la médecine était trouvée, il restait à trouver le moyen de l'injecter, et c'est encore le monde des nouvelles technologies qui nous l'a fourni, puisque nous sommes tombés sur les barcamps et les Fab Labs. Donc les barcamps, ces ateliers ouverts qui fonctionnent sur le mode de la démocratie, et les Fab Labs que je ne vais pas vous faire l'affront de vous définir. Et donc l'idée, c'était de s'appuyer sur le potentiel qu'ont ces deux méthodes originales de collaboration pour tirer les gens vers le haut et les faire prendre conscience de leur capacité à faire des choses, en pariant sur le fait que combiner judicieusement et insérer à des endroits bien spécifiques et pertinents de la ville, ils pouvaient s'avérer des leviers formidables du développement.
Donc on a décliné parce qu'il ne s'agissait pas non plus de plaquer ces concepts qui viennent des États-Unis en terre africaine directement. On les a déclinés en Archicamp et en RepLab. Un Archicamp, c'est donc un barcamp qui dure 3 semaines, beaucoup plus longtemps que ne durent les barcamps classiques en Afrique, puisqu'un barcamp en Afrique, c'est une demi-journée. Et c'est aussi un barcamp qui se passe dans la rue, ou ce qui se rapproche le plus de la rue chez nous, c'est-à-dire une petite école primaire ouverte, où même une chèvre peut rentrer. Et donc les Fab Labs déclinés en RepLab, qui sont des petits Fab Labs pensés pour pouvoir se répliquer facilement et que les populations peuvent investir sans aucune appréhension. L'idée donc c'est de faire des archicamps, donc ces rendez-vous ponctuels de 3 semaines, où les experts qui viennent d'un peu partout sont mis en contact avec les populations, élaborent des solutions par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent, et ces populations peuvent investir les RepLab pour essayer de prototyper ces solutions, les fabriquer et les diffuser dans la ville. Et c'est cette association de camps et de labs qui nous fait tendre vers cette utopie UpCité. Alors, essayons de voir comment cela donne appliqué au terrain. Prenons le cas de Lomé, la capitale du Togo. Dans Lomé, choisissons une zone un peu difficile qui est la frontière avec le Ghana. Le Togo a connu quelques problèmes avec le Ghana au début des années 90. Il y a eu des intrusions du Ghana pour essayer de renverser le régime. Et depuis cette période, toute cette partie de la frontière, il faut rappeler que le Togo est le seul pays au monde qui a sa capitale à une frontière. Et donc, toute une partie de la capitale n'est pas aménagée parce que se trouvant à la frontière d'un pays qui a essayé, d'où est venue une agression. Et donc, choisissons cette zone-là. Et dans cette zone-là, choisissons 3 endroits pour faire cette injection de l'eau high-tech qui pourrait prendre la forme de lieux d'émulation autour du numérique, ce qu'on appelle les tiers-lieux, et affectons une couleur à chacune de ces zones. Le premier site sur lequel on pourrait travailler, par exemple, le site le plus au nord, c'est le site d'un terrain de basket où on observe un échange très intéressant entre joueurs, petites vendeuses qui traînent autour et artisans. Il y a par exemple des petites vendeuses ambulantes de jus de fruits qui sont devenues joueuses professionnelles parce qu'elles traînaient autour de ce terrain. Donc un lieu à un carrefour très important où il y a des interactions très intéressantes mais qui n'est pas aménagé parce que trop proche de la frontière. Le deuxième site, le site du milieu, qui est le site CRI, c'est le site de la baie d'Atikoumé. C'est une baie qui s'est formée à la suite de la surélevation de la frontière Togo-Ghana pour éviter justement les intrusions. Et donc l'eau qui s'écoulait au Ghana n'a pu plus s'écouler, et donc l'eau a stagné. Et ça a fait quelque chose d'intéressant parce que ça a permis de préserver en pleine capitale un petit quartier encore un peu villageois, où le chef de quartier a encore le pouvoir traditionnel que les autres chefs ont perdu. Et le troisième site, c'est le site de la lagune, de la rive nord de la lagune de Lomé, qui est aussi une berge de lagune avec des qualités touristiques évidentes, mais qui n'est pas aménagée parce que trop proche de la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme injection low high-tech sur ces 3 sites? Pour le premier site, par exemple, le site du terrain de basket, ça pourrait être ça. Un équipement qu'on penserait en matériaux locaux, constructibles même si possible en autoconstruction, qui permettrait d'assumer par sa monumentalité l'importance du carrefour où il se trouve, avec une fiche technique pour pouvoir effectivement le construire en lot. Pour le second site, le site de la baie d'Atikoumé, ça pourrait être ça, une série d'équipements dédiés au numérique sur l'eau qui permettrait de ménager la vie villageoise qu'on y observe et aussi faire venir des étudiants puisqu'il y a un certain nombre d'équipements universitaires autour de ce site. Pour le troisième site, pareil, on pourrait imaginer un aménagement de la berge un peu sur le modèle du parc de la Villette avec une série de folies éclatées dans le parc, donc réaménagées, dont un makerspace, un espace de coworking, des endroits que les populations peuvent investir pour essayer d'acquérir les compétences pour transformer leur cadre de vie. Il faut dire qu'il y a un bidonville pas très loin de ce terrain-là, par exemple. Une fois qu'on aurait ces 3 projets, on pourrait passer à une étape supérieure qui serait d'essayer de les mettre en réseau. Alors, comment les mettre en réseau? D'abord, peut-être en les spécialisant. On pourrait se dire que le premier projet est le cerveau de l'ensemble, le second, les poumons, et le troisième, l'estomac, de sorte à les rendre interdépendants, si vous voulez, et ce qui justifierait qu'on essaie de les relier, qu'on ne retrouve pas les mêmes choses sur chacun de ces 3 sites. Et une fois qu'on aurait fait ce travail, il s'agirait de créer le cœur du système, c'est-à-dire un premier élément qu'on poserait tout de suite, qui permettrait de former la petite communauté ou la première communauté de makers qui irriguerait dans la ville et diffuserait ce message-là, où on fabriquerait aussi les premières machines qui iraient équiper ces 3 lieux. On pourrait réfléchir à mettre aussi en réseau ces 3 lieux-là avec des systèmes qu'on peut développer facilement dans un Fab Lab, comme des systèmes de pavés autobloquants en plastique recyclé. Donc les mettre en réseau physiquement, je passe rapidement.
Et tout ça pourrait rester en pointillé, sauf que je suis heureux de vous annoncer qu'on a commencé à faire ce travail depuis juillet-août 2012 à Lomé. Donc on a organisé la première édition de l'Archicamp. Et on a fait ce travail low high-tech, on est allé chez les Tambermans, on s'est intéressé à ces techniques de construction empirique. On s'est intéressé aussi aux technologies de pointe, là à l'impression 3D, on a monté notre première imprimante 3D. Là, des recherches pour voir comment fabriquer de l'isolation avec des épis de maïs. Et dans la foulée, un des jeunes qui a rejoint le groupe, qui s'est lancé dans son projet de fabrication de sa propre imprimante 3D. Et ce travail s'est fait sous le regard d'un jury où se trouvaient les deux personnes que je vous ai présentées en introduction, mais aussi des personnalités comme là, sur votre gauche, le directeur de l'école d'architecture du Mali. Alors comment on y est arrivé? Très rapidement, on a commencé par faire de la sensibilisation en créant une plateforme, en s'appuyant sur un jeune blogueur qui a donc communiqué. Il a lancé un concours de récits urbains où des jeunes blogueurs ont proposé des sites qui pouvaient servir de base pour ce travail-là. C'est ce concours-là qui a révélé les 3 sites que je vous ai présentés. Et chacun des blogueurs est devenu guide sur le site. Et autour de ces 3 sites et de ces 3 guides, on a réuni une petite communauté de gens qui sont venus d'un peu partout dans le monde, 13 nationalités, des designers, des architectes, des hackers, des anthropologues. Et c'est ce petit groupe-là qui, en contact avec les populations, a développé les 3 projets que je viens de vous présenter. Si vous m'avez bien suivi, là, vous devez vous demander si on a installé le cœur du système. Eh bien, je suis content de vous annoncer qu'on a créé le premier Fab Lab du Togo, donc le WELAB, qui continue à travailler sur ces projets-là en dehors de l'Archicamp, donc l'atelier de montage de notre imprimante 3D. Juste pour résumer, la palette à outils mobilisés, d'abord donc des blocs camps pour sensibiliser, des archicamps pour réunir ponctuellement des experts, les mettre en contact avec les populations, élaborer des projets et en partant créer un petit laboratoire où les populations pourraient commencer à fabriquer les projets qu'on a imaginés. Un petit album de l'atelier de 2012. On a continué ce travail cette année, on y est retourné en 2013. Et le challenge cette fois-ci, c'était de reprendre les 3 sites, d'aller plus à fond dans l'étude. Les 3 projets de 2012, c'était des projets, des sortes de schémas directeurs sur toute une zone. Il s'agissait cette fois-ci de changer d'échelle, de s'appuyer sur une communauté bien identifiée sur le site et de proposer une petite chose qu'on pourrait construire dans les 2-3 mois qui suivent. Donc on a refait les études sur les terrains et on a reproposé 3 petits projets qui sont les embryons du projet que ceux de 2012 avaient élaboré. Je ne peux pas vous présenter les 3 projets, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste vous en montrer les images de celui qu'on a fait cette année sur la baie d'Atikoumé. Donc on est retourné voir ce chef de quartier dont je vous ai parlé, qui nous a fait rentrer dans les familles. Et les familles nous ont dit que le problème, si on voulait créer quelque chose tout de suite, c'était s'attaquer à ce problème de dépotoir. Donc l'équipe qui a travaillé cette année a essayé de proposer quelque chose pour ce dépotoir-là, en matériaux vraiment ou recyclés ou disponibles à moindre coût, en s'inspirant de la forme de ce qu'on utilise généralement chez nous pour récolter des déchets. Je fais passer rapidement, je suis désolé. Les images du projet. Les groupes devaient aussi élaborer une stratégie à la fois pour concrétiser et pour gérer les lieux qu'on imaginait. Alors, pareil qu'en 2012, on a remobilisé la même palette d'outils. Donc, un archicamp avec des étudiants qui sont venus d'un peu partout, des écoles d'africaines, mais aussi des écoles d'Occident. Et en partant, on a dupliqué le WELAB puisqu'on a créé un nouveau Fab Lab qui s'appelle WELAB Prime. Un petit album de l'atelier de cette année. Donc, du low high-tech, un intérêt aux nouvelles technologies, mais aussi tout le travail sur les techniques des savoir-faire plus modestes, etc. Là, des ateliers sur Jerry. Donc on y retournera très certainement en 2014 pour cette fois-ci essayer de construire quelque chose. Les 2 Fab Labs maintenant travaillent activement là-dessus pour préparer cet atelier de 2014. Et juste pour finir, j'aimerais vous parler 2 secondes du WELAB, parce que le Fab Lab vit en dehors des archicamps. C'est un espace de démocratie technologique avec une communauté d'une quinzaine de jeunes, une moyenne d'âge de 20 ans environ, donc ils reçoivent le public et les accompagnent dans leurs projets technologiques. Images du lab.
Et le projet le plus connu du WellLab, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce projet d'imprimante 3D entièrement pensé en matériaux informatiques recyclés, développé par un des jeunes de l'équipe, que nous avons soumis sur un site de crowdfunding, parce qu'à un moment donné, on s'était retrouvé bloqué. Après la mécanique, AFAT, donc, qui porte ce projet, n'arrivait plus à avancer. Il fallait lui faire des formations sur le soft. Donc on a soumis le projet et on a réussi à récolter des fonds qui ont permis à AFAT d'avancer sur le projet. Et je suis heureux de vous annoncer que la machine, là vous avez l'image des toutes premières semaines de montage. Au jour d'aujourd'hui, la machine est pratiquement finie et la WAFAT a imprimé son premier objet il y a quelques jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Senamé. Je signale que celui qui disait du bien du projet WAFAT, Adrian Bauer, est intervenu à LIFT il y a 3 ans maintenant. C'est le porteur, le créateur, en tout cas l'emblème du projet RepRap, donc de cette imprimante open source qui est censée être capable de se produire elle-même, qui ne produit aujourd'hui pas absolument tout, mais une bonne partie de ses propres pièces. Donc c'est un beau parrain que vous avez là. Bon, alors j'ai pas beaucoup de questions de précision parce qu'en fait j'ai été extrêmement précis. Peut-être une question ici qui est de dire ce projet il est relativement ouvert. Tu dis il y a des gens qui viennent un peu du monde entier, etc. Si des gens veulent y contribuer aujourd'hui, qu'est-ce qui serait nécessaire, qu'est-ce qui serait utile et qu'est-ce qui ne serait pas peut-être? Qu'est-ce que les gens peuvent venir te proposer là? Mais justement, c'est un projet d'intelligence collective, donc c'est pour ça que ce genre de tribune que vous nous offrez est intéressant. Donc si vous passez par Lomé, si vous venez nous voir, ce sera une intelligence en plus pour ce que nous faisons. Ou même d'ici, vous pouvez nous lancer des challenges, on est demandeurs de nouveaux projets. La souscription sur Ulule, c'est terminé? C'est fini, oui, c'est fini. Et elle a été elle a été un succès, oui. Merci beaucoup. Merci.